Les États-Unis sont une anomalie. C'est quand même 5% de la population de la planète qui concentre un quart des détenus du monde entier. Ils ont plus de personnes incarcérées qu'en Chine. Un Américain sur 100. Et si on prend en compte la liberté surveillée, c'est une personne sur 30 qui est sous surveillance judiciaire. Depuis les présidences républicaines des années 70, mais surtout depuis Reagan, la définition du délit a été extrêmement élargie, si bien que de nombreuses prisons, tant fédérales que des prisons d'État, je vous rappelle qu'il y a un double système aux États-Unis, sont peuplées de délinquants non violents qui dealaient de la drogue, enfin, c'est essentiellement la drogue, ou qui ont violé les lois de l'immigration et qui sont détenus parce que, entre autres, dans 33 États sur 50, les juges et les procureurs sont élus. Les juges et les procureurs sont élus, ce qui veut dire que soit ils croient vraiment par idéologie qu'il faut enfermer ces gens-là qui ne font pas partie de la société idéale que l'on souhaiterait et il faut les enfermer, soit plus vraisemblablement ils sont opportunistes et ils savent que le fond de conservatisme de l'opinion appelle toujours à plus de sévérité. La seconde raison pour laquelle on a de tels taux, c'est que donc, la loi et l'ordre relevant des États, sous la pression d'un congrès conservateur, les États ont eu intérêt pour avoir des fonds alloués par le Congrès en matière de loi et d'ordre à mettre des peines incompressibles. Alors qu'en France et dans beaucoup d'autres pays européens, vous pouvez être libéré en conditionnel pour bonne conduite, la pression du Congrès a été que si vous écopez de 5 ans, vous ferez vos 5 ans. Et on a aussi, sous la période Reagan, une sorte d'engouement pour un type de peine redoutable, c'est celui de la troisième infraction. À la troisième infraction, c'est la prison à vie. Donc vous pouvez récolter pour avoir volé une bicyclette une incarcération à vie. La justice, l'institution de justice a son autonomie. Ce n'est pas le Parlement qui contraint la justice à modifier et les règlements et les approches, même si sous la pression du Parlement, on a des amendements qui sont régulièrement infligés à cette ordonnance. Néanmoins, on serait aux États-Unis, le moindre fait divers suscite une indignation dans l'opinion et aussitôt les parlementaires se mettent à aller dans le sens de la répression parce qu'ils veulent répondre aux souhaits de l'opinion. En Europe, on enferme moins, pour beaucoup moins longtemps, et je pense qu'il y a quand même une sorte de rationalité qui fait qu'on ne trouve pas dans tous les sens des obscurités qui permettent aux procureurs ou aux gens particulièrement répressifs de jouer sur les ambiguïtés de la loi. Partout on voit cette excuse avancée par les décideurs politiques du principe de précaution, où ils vous rétorquent « mais si je ne le fais pas, je serai blâmé s'il y a un problème, donc je dois anticiper et donc par conséquent empêcher toute dérive ». Et on en arrive à des aberrations comme la détention administrative de sûreté, qui est une rupture fondamentale avec les principes de justice qui voulaient que vous commettiez un délit, vous étiez puni, vous purgiez votre peine, vous donniez donc à la société une réparation pour le dommage que vous aviez commis et vous étiez quitte.
Et désormais, on a introduit un nouveau concept de dangerosité sociale qui veut qu'on vous maintienne en prison au-delà de la peine que vous avez fini de purger, parce que vous pourriez représenter un danger pour la société. Et c'est une commission qui n'est pas formée que de professionnels qui va statuer sur votre sort. Et donc là, on marche un peu sur la tête, puisque on peut, disons, craindre des abus. Mais c'est pour des raisons électorales et pour des rhétoriques aussi qui payent, qui sont amplifiées par les médias, que l'on va dans ce sens. C'est très inquiétant.